But the shared mind effect that I find the most fascinating and the most Mais important l'un des effets de la conscience partagée que je trouve le plus fascinant et que tout le monde devrait connaître aujourd'hui est ce que j'appelle l'effet méditation. L'effet méditation a été proposé et testé par Maharishi Mahesh Yogi, le même Maharishi à qui les Beatles ont rendu visite à la fin des années 60. Et c'est d'ailleurs la raison même pour laquelle il est devenu célèbre. Le Maharishi était de ceux qui croyaient qu'il suffisait de réunir et de faire méditer dans la même pièce la racine carrée de 1% de la population mondiale pour influencer tous les habitants de la planète. So sure enough, Ce qui est certain, c'est qu'on a pu obtenir, grâce à l'enseignement de Maharishi ou grâce à l'effet méditation, comme je l'appelle, une baisse des actes de terrorisme dans le monde de 72% par le simple fait d'avoir réuni 7000 méditants. Comment est-ce possible? what I'm trying to say here Ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre ici, c'est que des pensées de violence ont pu être contrecarrées par des pensées d'amour, de paix et d'harmonie. the people who were going through this meditative practice were reaching a state they called pure consciousness. En méditant, ces gens réussissaient à se mettre dans un état de pure conscience, un état d'extrême béatitude et de paix. Et lorsqu'on atteint un tel état de conscience, il y a, semble-t-il, comme un effet de contagion qui se propage à tous les esprits de la planète. So that your emotional feeling is actually not just a private event. C'est pour cette raison que vos émotions ne sont pas qu'un simple événement personnel. Influenced Vos pensées et vos émotions sont influencées par le monde extérieur, à tel point que 3 personnes sur 4 dans le monde ont décidé de ne pas prendre un pistolet et commettre un acte violent, de ne pas faire exploser une valise pleine de bombes, de ne pas faire écraser au sol un avion, de ne pas foncer dans un mur ou de commettre tout autre acte susceptible de provoquer destruction et désordre. Pensez-y donc la prochaine fois que vous commencez à vous sentir stressé, en colère ou inquiet. C'est une bonne habitude à prendre que de vous demander si tel ou tel sentiment vous appartient en propre, ou si c'est celui de quelqu'un d'autre. De nombreuses études que j'ai citées dans mon livre, comme celle menée par exemple par l'Institut de HeartMath, montrent que les schémas de vos ondes cérébrales finissent par s'aligner sur celles de votre voisin. Il en est de même de votre rythme cardiaque et de votre fréquence respiratoire, ou même des réactions galvaniques de votre peau. Quand bien même s'agirait-il de quelqu'un à qui vous n'aviez jamais adressé la parole, car pensez-vous que les murs puissent être un obstacle au champ unitaire? Évidemment que non. Le champ unitaire traverse les murs sans problème. Mais voici une information que vous allez apprécier. La personne qui l'emporte, c'est toujours celle qui jouit de plus de cohérence au niveau de ses ondes cérébrales, de son rythme cardiaque, de sa fréquence respiratoire et de ses réactions galvaniques de la peau. Donc, la conscience d'amour supplante la conscience négative. Et visiblement, l'effet de la méditation a des conséquences au niveau mondial, puisqu'il a suffi qu'un petit groupe de personnes méditent ensemble pour réussir à influencer de façon disproportionnée les pensées et les sentiments d'autres personnes. C'est un fait étonnant qui a été prouvé par plus de 39 études différentes. Et encore une fois, la probabilité que quelque chose d'autre soit à l'origine de cette influence est d'une chance sur des milliards. Car tout a été pris en ligne de compte, les fins de semaine, les conditions météorologiques, les activités policières, les actes criminels, les changements des gouvernements, tout. Le seul facteur qui peut expliquer cette influence, c'est l'effet méditation. So this brings us to the pineal gland, something that I talked about. Voilà qui nous amène à la glande pinéale. C'est quelque chose dont j'ai parlé dans une autre vidéo, intitulée « L'énigme autour de l'année 2012 ». Jamais je n'aurais cru qu'elle allait être le 1er décembre 2008, numéro 1 sur Google en nombre de vues. Quelque chose d'étonnant a eu lieu ce jour-là. C'est une excellente chose que cette vidéo ait pu devenir si populaire, mais en tout cas j'y parle de la glande pinéale assez longuement. Mais ici je veux parler de la glande pinéale d'abord et avant tout en tant que centre physiologique constituant un point d'accès qui relie votre corps astral qui flotte à l'extérieur à votre corps physique. Supposons que vous essayez de résoudre tel ou tel problème scientifique, que vous essayez de découvrir le calcul, ou les fractions décimales, ou la photographie en couleur.
À mon avis, nous avons un corps astral qui va chercher en vrai, dans le champ unitaire, des gens qui travaillent sur le même problème. C'est comme si votre corps astral les espionnait en quelque sorte. Il est également probable que nous laissons des photons lorsque nous visitons le lieu où se trouvent les personnes que nous espionnons. Mais il semble aussi que nous avons un accès direct à leurs pensées à partir d'une banque de données universelle, ou du moins à partir d'une banque de données mondiale qui nous donne accès aux mêmes informations qu'ils possèdent déjà. Pour de très nombreuses anciennes traditions, la glande pinéale semble être le point d'accès principal qui relie le corps astral au corps physique. C'est le centre physiologique qui traite les informations supranormales. Comme vous pouvez le voir ici, la glande pinéale est nichée au centre du cerveau et elle a la forme d'une pomme de pin. Si vous regardez à droite, vous voyez un schéma qui vous montre à quoi ressemble cette glande pinéale. Elle est à vrai dire dessinée à l'envers par rapport à sa position initiale dans le cerveau. C'est en tout cas une petite glande de la taille d'un petit pois de couleur rougeâtre violacée. Il est intéressant de noter que la forme en pomme de pin de la glande pinéale occupe une large place dans la littérature de très nombreuses anciennes traditions. Partons d'abord en Babylonie où l'on trouve la légende de la montagne primitive. D'après la légende, c'est le lieu du monde où les dieux entrent en contact avec l'humanité. Les sculptures qui représentent cette montagne primitive ont des formes qui font penser à une pomme de pin ou à une glande pinéale. Si l'on regarde du côté de l'art babylonien, nous avons des sculptures de dieu Tammuz qui tient une vraie pomme de pin à la main, comme s'il s'agit d'un outil très important qu'il utilise pour son travail, un travail qui pourrait bien être une activité supranormale. En Égypte, nous avons la pierre Benben. Les pierres sont souvent utilisées pour représenter la glande pinéale. On voit clairement sur cette image que la pierre est stylisée en forme de glande pinéale. De l'autre côté, on voit également deux serpents qui s'appellent des Uræus et qui représentent l'énergie de la Kundalini, qui monte depuis le chakra racine jusqu'au cerveau en passant par les 33 segments. Et le chiffre 33 vous est familier, n'est-ce pas? 33 vertèbres, par exemple. Dans mon livre, il y a une citation de Manny Palmer Hall qui parle des 33 degrés connus chez les francs-maçons et qui correspondraient en réalité aux 33 vertèbres de la colonne vertébrale. Selon Manny Palmer Hall, le but de la franc-maçonnerie est d'éveiller la glande pinéale chez l'adepte. Mais comme nous le verrons, l'éveil de la glande pinéale n'est pas quelque chose de spécifique à la franc-maçonnerie. Toutes les principales religions du monde ont recours à la glande pinéale comme une métaphore pour symboliser l'éveil. La métaphore égyptienne est également intéressante. Vous remarquerez que de chaque côté de la pierre Benben, il y a deux oiseaux qu'on appelle des bénous. Cependant, lorsque le bénou a été traduit en grec, le mot a été changé en phénix. Le phénix, c'est cet oiseau qui est détruit par les flammes, mais qui finit par renaître de ses cendres. Sur cette image, nous avons donc bel et bien la métaphore d'une glande pinéale en même temps qu'un message. Une sorte de corps astral qui sort, flotte à l'extérieur, meurt et renaît. Quand vous faites l'expérience d'une projection astrale, vous volez en prenant une autre forme. Et puis, ce corps meurt quand vous retournez à votre corps physique pour renaître ensuite quand plus tard vous faites de nouveau une expérience de projection astrale. Dans la mythologie égyptienne, le sceptre d'Osiris, dont on aura l'occasion de parler un peu plus tard, a une pomme de pin au bout et deux serpents Uræus qui s'entrelacent. Encore une fois, nous avons là une métaphore qui symbolise la spirale de la Kundalini, tandis que, selon certains savants, les deux serpents qui s'entrelacent pourraient représenter une molécule d'ADN. En effet, l'entrelacement des deux serpents fait penser à une double hélice. Si l'on regarde maintenant l'image du roi Tut, un des dieux terrestres, on peut voir des serpents Uræus qui sortent de son front, c'est-à-dire à l'emplacement où est située la glande pinéale. Le dieu hindou Shiva, lui, et je dois présenter mes excuses à la communauté des internautes, car j'ai eu près de 580 mails me disant que Shiva n'était pas une déesse, car c'était un mâle. Mais je vous avoue que quand j'ai regardé cette image la première fois, je me suis dit, voilà une bien jolie nénette.
if that person walked up Bon, je ne suis pas homosexuel, mais imaginons qu'une personne qui ressemble à celle qui est sur l'image vienne vers moi et me force la main, je ne dirai pas que je ne me laisserai pas faire. Je présente donc mes excuses au monde d'avoir dit que Shiva était une femme, alors qu'il s'agit d'un gars. C'est juste que c'est un gars très très efféminé qui porte du mascara, il a les yeux maquillés, les cheveux longs, il est plutôt sexy, c'est tout ce que je dis. So this man has this interesting hair. Cet homme a donc des cheveux stylisés en forme d'une glande pinéale. C'est évident quand vous regardez l'image. Et il a des serpents Uræus autour du cou et un bindi ou le symbole du troisième œil entre les sourcils. Souvenez-vous qu'on a passé en revue la tradition babylonienne, la tradition égyptienne et maintenant l'hindouisme qui est une culture géographiquement isolée mais qui renferme cependant exactement les mêmes symboles.